En fait, moi, j'ai toujours bossé de façon à minimiser et avoir le moins de personnel possible. Je suis un très mauvais créateur d'emplois. Moi, si tu veux, mon objectif, c'est de gagner le maximum d'argent en ayant le minimum de salariés. Ouais. Est-ce qu'avant, justement, quand tu as commencé à créer ce projet-là, est-ce qu'à l'époque, tu savais que l'IA allait révolutionner le monde de demain? Non, parce que j'entendais pas parler de l'IA, mais par contre, je savais que le digital allait nous simplifier la vie. Ouais. Et moi, j'ai toujours travaillé là-dessus, qu'avec des tableurs, etc. J'ai toujours essayé de simplifier les process. Ouais, ouais. C'est ce qui t'a en fait poussé. Voilà, à développer cette application. Ouais. Mais du coup, là, avec cette idée business que tu as eue il y a 7 ans, comment tu savais que ce business-là, c'était une bonne idée? En fait, la bonne idée, c'est quand tu réponds à un marché. Il faut toujours répondre à un marché. Je te donne un exemple. À l'époque, pourquoi j'ai fait Nabab? Parce qu'il n'y avait que des kebabs qui ne donnaient pas confiance aux gens. Donc j'ai fait un kebab pour les gens afin qu'il y ait une image de marque pour faire confiance. Ouais. D'accord? Ensuite, si tu prends, on parlait tout à l'heure de Géladal, c'est quoi? Le burger, ces 2 burgers halal, ils viennent répondre à une demande. Le consommateur lambda est frustré. Les gros consommateurs de fast-food aujourd'hui sont des gens souvent qui sont issus de l'immigration musulmane. Ils ne peuvent pas aller chez McDo ou alors ils mangent que des fiches. Donc ils leur ont offert le burger comme chez McDo en version halal. Ils répondent à un marché. Il y a une clientèle, tu réponds à un marché. Ensuite, moi, personnellement, pour lancer un business, en fait, les gens, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu lances un business, tu crois que tu as l'idée du siècle. Oui. Donc tu dis, ah oui, ça va cartonner. Là, par exemple, tu vois, je suis sur un sujet de croissance externe. Je te dis, tiens, c'est l'idée, on va transformer tous les restaurants, ça va être comme ci, comme ça. Et après, il faut penser tout le contraire. Moi, je fais toujours comme ça. Je réfléchis tout de mon côté. Ouais. Ok, j'ai l'idée du siècle, on va faire ça, ça, ça. Et après, j'imagine, si ça marche pas, pourquoi ça marcherait pas? Tout le contraire. Ok. Peut-être qu'on va pas trouver les franchisés pour. Peut-être que si on est trop dans le halal et demain, politiquement, il y a un problème, ça va nous anéantir. Peut-être. Bah, tu te réformes. Je me réforme. Et je pèse les pour et les contre et après, je réfléchis. Ok. C'est comme ça que je fais. Ok. Donc c'est ta manière de de voir si ton idée est bonne en fait. Voilà. Donc toi, sur tout ce que tu as investi et toutes les idées que tu as eues, notamment comme FitFit, je sais aussi que tu as eu des participations, Oui. que tu as des participations aujourd'hui dans combien de... 65 participations à travers le monde. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est axé sur quoi ces investissements? Plein de choses différentes. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la tech, ça peut être des entreprises que tout le monde connaît. Plein de sujets différents. Tu vois, et j'essaye toujours d'aller chercher des pépites. Là, par exemple, les 2 sujets dans lesquels j'ai investi, c'est toujours des sujets qui me concernent. Immobilier, tech, digital, fitness, restauration. Et tu vois, j'ai rencontré par exemple deux génies qui ont créé une plateforme autour de la restauration. Et cette plateforme, alors je ne peux pas en dire trop parce qu'elle va être développée dans les prochaines semaines. Mais j'ai investi massivement dans cette plateforme parce que je crois que ça va révolutionner le monde de la restauration de demain. Je ne suis jamais opérateur. J'amène ma stratégie, j'amène mon savoir-faire via toutes mes participations, mais j'opère jamais en direct. T'attends quoi de ces investissements au final? Du rendement. Ouais. Du rendement et un retour sur investissement. Si je mets aujourd'hui 30 millions dans une affaire à laquelle je crois, Ouais. c'est pour demain en récupérer 200. D'accord. Mais par contre, j'ai toujours des investissements long terme. Je ne suis jamais pressé de récupérer mes investissements. Ok. Tu vois, j'ai toujours une vision à 10 ans. Ok. Le temps passe très vite, il faut laisser que les entreprises se fassent, quoi. Donc, si je comprends bien aussi dans tes investissements, il y a également les investissements IMO. Tu sais, aujourd'hui, c'est la mode. Tu as plein on va dire des Maghrébins, des personnes issues de l'immigration en France qui investissent et qui en parlent énormément d'investir à Marrakech, d'investir à Dubaï, etc. Mais est-ce que tu peux me dire si ces investissements-là, parce que moi, il y a un truc qui m'a frappé. Aujourd'hui, c'est la mode. Et toi, tu m'as clairement dit qu'il y a 10 ans, tu avais déjà investi là-bas. Mais moi, j'ai commencé à investir à Marrakech il y a même 20 ans. Mais ouais, 15-20 ans. Mais moi, ça me fait rire. Je dis, ils sont en retard, les gens. Tu sais, les premiers à avoir investi à Marrakech,
c'est pas les franco-maghrébins, c'est les Français. Hein. Ouais. À l'époque, les premiers que je voyais qui achetaient des terrains, souvent ils s'étaient mariés avec des Marocaines ou ils achetaient en zone urbaine, c'était des vrais Français. C'était les premiers à acheter les riads. Voilà, ils étaient précurseurs. C'est Je veux dire, clair. Yves Saint-Laurent, il était à Marrakech en quelle année? Je crois que les MRE n'étaient même pas encore partis en France. T'es même pas né. T'es même pas né. Tu comprends? Attention, les Français ont beaucoup d'avance là-dessus, même à Dubaï. Hein. Ouais, à Dubaï. Moi, en 2006, quand j'étais à Dubaï, ceux qui investissaient massivement, c'était des vrais Français. Là, maintenant, tu vois plein de MRE qui achètent des apparts, des plans de paiement, etc. Mais attention, il y en a qui ont investi il y a déjà bien longtemps. Des MRE, c'est les Marocains résidents à l'étranger, mais en fait, c'est tous Ouais, les... quand je dis des MRE, Ouais. c'est voilà, des immigrés, quoi. Ouais. Des personnes issues d'immigration. Yes. Tu vois, que ce soit issu d'immigration africaine, quoi, africaine, maghrébine, qui investissent aujourd'hui à Dubaï. Il faut savoir que Dubaï, il y a des Français qui ont investi il y a déjà 20 ans. Ouais. C'était dans les débuts. Et Marrakech aussi. Je veux dire, les beaux appartements à Marrakech, des très belles propriétés et autres, appartiennent aux Français. Hein. C'est clair. Ah, je suis complètement d'accord. Ils ont investi il y a quand même bien plus longtemps que ça. Ben, bien sûr. Après, c'est pas la même stratégie. Aujourd'hui, des gens qui ont vraiment de l'argent, des familles françaises, ils vont plus investir à la Palmeraie, aux routes d'Amelkis, plus que route d'Ourika ou route d'Amizmiz, parce que chaque population cherche ce qui l'intéresse, quoi. Ah, c'est vrai que j'ai croisé une dame à l'hôtel, et une Française retraitée. Hors de question pour elle d'investir dans les routes d'Ourika, etc. Ouais, non, c'est pas... Ceux qui achètent dans les lotissements, là où tu as SD1 sur 1 hectare, 8-9 maisons, c'est pas du tout le même type d'acheteur Ouais. qu'un franco-français qui, eux, vont plus vouloir le charme marrakchi, plus des riads, plus des très belles propriétés dans la Palmeraie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une autre clientèle qui achète des maisons dans des lotissements où les maisons sont toutes similaires. C'est deux business complètement différents. Yes. Donc il y a des choses aussi à faire sur l'ancien à Marrakech. Ah oui. D'ailleurs, les maisons anciennes, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Hein. Le charme marrakchi, il est unique au monde. Exactement, ouais. Avoir une maison contemporaine à Marrakech, pour certaines personnes, c'est du non-sens. Ouais. Je préfère faire cette maison-là À Miami. Miami. Ouais.